GLQ 1100, géologie générale, cours 5, le temps géologique, module 3, datation absolue. Pour mesurer le temps, ça prend un chronomètre. Ah, j'en ai un ici. Voici un chronomètre. Ça mesure en minutes et en secondes, celui-ci. Regardez, il mesure présentement, mais qu'est-ce qu'il mesure? Ben, rien de spécial, il était déjà en marche quand je l'ai ramassé. Donc, pour mesurer le temps, c'est pas tout d'avoir un chronomètre. Encore faut-il être capable de s'en servir. Dans le cas ici, il faudrait que je trouve lequel bouton va me permettre de le réinitialiser. Et, hop, je ne l'ai pas encore. Et quel bouton va me permettre de l'activer au bon moment. On veut commencer à mesurer le temps à partir de maintenant. Voilà, c'est parti. Bon, ben, imaginez maintenant, là, si on veut mesurer l'âge d'un minéral, c'est comme pas évident de trouver un chronomètre qui s'est activé au moment de la formation du minéral. Bon, eh bien, on va regarder les chronomètres naturels disponibles qui pourraient éventuellement nous permettre de faire ça. Il y en a plusieurs, et là, ben, la première chose qu'il faut regarder, c'est quelle durée de temps qu'on veut mesurer. Hein, les outils pour mesurer des secondes, pour mesurer des années et pour mesurer des millions d'années, ce n'est pas les mêmes outils. On a vu un outil qui permet de mesurer des secondes, là. Regardons maintenant. Si on veut mesurer le temps avec un outil naturel qui marque les années, clac, clac, à chaque année. Eh bien, il y a la croissance des arbres. Hein, les arbres font un anneau à chaque année. C'est même une science qui s'appelle la dendrochronologie. On mesure le temps qui passe avec les anneaux de croissance des arbres. Et là, bien, sur chaque anneau, on peut utiliser des paramètres, comme par exemple le rapport oxygène 18, oxygène 16, qui permet de retrouver les conditions climatiques au moment où l'anneau s'est formé. Donc, on a l'âge exact, parce qu'on peut compter les anneaux année après année, et on a des informations sur le climat qui faisait à cette époque-là. Et on a pu faire ça pour au moins les 5 milliers des dernières années, sur 5 000 ans au moins. Maintenant, si on veut mesurer le temps en millions et en milliards, eh bien, les seuls chronomètres qui sont disponibles, c'est basé sur la radioactivité naturelle de certains éléments chimiques. Allons dans les notes de cours, on va regarder comment ça fonctionne. Ici, on a un graphique qui montre l'abondance d'un élément radioactif et le temps. Le temps est exprimé en demi-vie. Comment ça fonctionne? Bon, eh bien, au temps 1, on imagine on a l'abondance 8. Bon, 8, c'est un chiffre comme ça, hein, ça pourrait être 8 milliards. On a 8 milliards d'atomes radioactifs d'une certaine espèce, là. Combien ça va prendre de temps avant que cette population de 8 milliards disparaisse par désintégration jusqu'à temps qu'il n'en reste plus que la moitié, soit 4 milliards? Ça va correspondre à une unité de temps en demi-vie. Donc, ça va être la demi-vie, c'est la durée pour que la population se rabatte de 50%. Et là, ben, c'est ça qui est la relation constante. Ça va prendre la même durée de temps pour que la population passe de 4 milliards à 2 milliards, la même durée de temps pour passer de 2 milliards à 1 et la même durée de temps pour passer de 1 milliard à 500 000, etc. Et là, ben, voici notre chronomètre qui marque le temps. C'est la demi-vie. Il reste à trouver maintenant comment faire pour connecter ça avec un minéral dans une roche. On va regarder les principaux éléments chimiques qu'on utilise pour faire des travaux de datation en géologie. C'est loin d'être complet, ce tableau-là, mais c'est quand même je dirais, les plus fétiches là, qui sont là. Celui qui peut aller chercher les durées les plus longues, c'est le premier. C'est le rubidium qui se désintègre en strontium
rubidium strontium, rubidium 87 qui se désintègre en strontium 87, là, la demi-vie est de 48 milliards d'années. On se souvient que l'âge de l'univers, c'est 12,8. Eh bien, on est juste au tiers de la première demi-vie du rubidium 87 depuis la formation de notre... En fait, la formation de l'univers elle-même. C'est donc, c'est pour aller chercher le très, très loin dans le passé, ça là. Et là, ben, le rubidium a un rayon ionique semblable au potassium et peut se substituer et se retrouver dans des micas, dans des amphiboles et des feldspaths potassiques. Donc, dans des minéraux majeurs des roches ignées, le rubidium est présent. Ici, il y a toujours le petit problème que il faut toujours poser comme un a priori sur la quantité initiale de rubidium pour qu'on puisse bien évaluer l'âge ici, là. Et là, donc, un petit degré d'incertitude avec cette méthode-là. Et pour cette raison-là, on aime bien la deuxième méthode ici, l'uranium-plomb. Regardez, on va utiliser simultanément la désintégration de l'uranium 238 en plomb 206 et celle de l'uranium 235 en plomb 207. Regardez, ce sont deux isotopes de plomb distincts et deux isotopes d'uranium distincts. Les deux ont des demi-vies fort différentes. Regardez, celle-ci est en milliards d'années, celle-ci est en millions d'années. Et donc, deux décroissances différentes. Ça veut dire plus le temps passe, plus le rapport uranium-238 et uranium-235 change. Là, comme on connaît la décroissance, on peut connaître comment étaient les rapports dans le passé. Et là, ben, ce sont les isotopes formés ici. Même chose ici, leur taux de croissance, là. Eh bien, on peut, à partir de ces paramètres-là, résoudre l'âge sans présumer quoi que ce soit sur l'abondance de départ. Et on a comme deux équations pour trouver un inconnu. Eh bien, l'inconnu, c'est l'âge. Et on aime bien cette méthode-là. C'est comme la plus crédible d'une certaine façon, là. Et là, bien, les minéraux qui vont être contaminés avec l'uranium, peu importe que ce soit 235, 238 ou 234, on va parler tantôt, là, sont des minéraux majeurs qu'on trouve dans les roches. Comme le zircon, par exemple. On n'a pas beaucoup parlé du zircon dans ce cours, mais c'est un minéral extrêmement résistant. On pourrait dire encore plus résistant que le quartz, là. Mais il n'est pas très abondant, mais il est très dispersé partout. On en trouve assez souvent, mais jamais en grande abondance. Et là, bien, quand le zirconium est substitué là, à l'uranium, eh bien, ça fait un marqueur datable. Donc, les zircons sont recherchés pour faire des datations à l'uranium plomb. Sphène, monazite, uranite et pitchblende sont d'autres minéraux intéressants pour faire des datations à l'uranium plomb. Celui qui est toujours le plus recherché, c'est le premier, le zircon ici, mais les autres, dans certains environnements, peuvent être intéressants aussi. On a ici maintenant la méthode potassium-argon. C'est le potassium 40 qui se désintègre en argon 40. Et là, bien, 1,3 en milliards d'années, hein, 1,3 milliard d'années, la demi-vie. Et comment ça fonctionne ici? Le potassium, c'est un élément majeur. Donc, il y a toujours du potassium 39, 40, 41. 39 et 41 sont stables, le 40 est radioactif. Il se désintègre en argon 40. Et là, ben, on va trouver du potassium 40 partout où il y a du potassium, hein, dans les micas, dans les amphiboles et dans les feldspaths potassiques. Donc, les minéraux majeurs des roches ignées contiennent du potassium et donc du potassium 40. Et là, ben, pour que la datation fonctionne, ici, comment fait-on pour remettre le chronomètre à zéro et amorcer un nouveau comptage? Eh bien, le potassium 40 se désintègre en argon 40. L'argon, c'est un gaz.
Le potassium, c'est plutôt une poussière, c'est un solide. Donc, c'est un élément solide qui se transforme en un élément gazeux ici. Quand un magma produit une éruption volcanique, hein, le magma monte vers la surface et là perd ses gaz et devient une lave. Bon, eh bien, l'argon présent dans cette lave-là qui s'échappe, là, elle va être le réservoir d'argon qui a été produit par le potassium 40 va se vider. Et là, ben, quand la roche va figer au temps T égale 0, on va avoir du potassium 40 qui peut se désintégrer en argon 40, mais il n'y aura pas encore d'argon 40. Et plus le temps va passer, plus la population d'argon 40 va augmenter. Eh bien, ici, c'est une méthode fétiche pour les roches volcaniques seulement. Si on essayait ça sur un granit, qui est une roche intrusive, on n'a pas encore parlé des roches... oui, on a eu ça dans un cours précédent, là, mais comme ça se passe à l'intérieur de l'écorce terrestre, l'argon 40 n'est pas évacué et va demeurer présent dans la roche. Si on fait une datation au potassium argon sur un granit, on risque de trouver l'âge de la Terre elle-même et non pas l'âge du granit, parce qu'il n'y aura pas eu de dégazage de l'argon au moment où le granit se forme. Donc, c'est pour ça là, que cette méthode-là est appropriée pour les roches volcaniques. Maintenant, on passe aux durées en 1000 ans. Regardez, ici, c'est 10 à la 3, hein, 75 000 ans ici, là. Et ici, c'est le temps de retour à l'équilibre. Là, c'est la durée, la fourchette qu'on peut dater avec ça. Ici, c'est plutôt la demi-vie. Si on dit 10 fois la demi-vie, 60 000 ans. Bon, 75 000 ans, 60 000 ans, là, on est dans ces coches-là, ici, là. Et là, bien, on commence par le déséquilibre uranium-thorium. Ici, c'est un petit truc fort intéressant. Quand l'uranium 238, qu'on avait parlé ici, se désintègre, il ne se désintègre pas directement en plomb 206. Hein? Entre l'uranium 238 et le plomb 206, là, il y a une bonne douzaine, si ce n'est pas une vingtaine d'étapes, là. Et là, ben, dans la cascade de désintégration, après l'uranium 238, c'est un thorium, ensuite c'est un palladium. Ensuite de ça, c'est l'uranium 234. Et là, ben, après l'uranium 234, c'est le thorium 230. Et ça continue jusqu'à temps que ça finisse avec le plomb 206. Donc, ce sont deux membres de la cascade de désintégration de l'uranium 238 qu'on regarde ici. Et là, bien, quel est le truc pour faire une datation avec ça? L'uranium, c'est un élément chimique qui est soluble dans l'eau, mais pas le thorium. C'est fortement insoluble. Donc, quand on est dans une rivière, l'uranium peut faire partie des solutés, mais le thorium va faire partie des grains qui roulent dans le fond de la rivière. C'est un insoluble, ça reste dans les solides. Et donc, en mer, il va y avoir de l'uranium dissous, aussi bien 234, 235 que 238, bien sûr. Et l'uranium peut coprécipiter à la place du calcium quand on forme des calcaires. Donc, des carbonates peuvent se faire faiblement contaminer, se font faiblement contaminer par quelques atomes d'uranium 234, 235 et 238 par-ci, par-là. Et là, bien, au temps T égale 0, l'uranium 234 est là tout seul. Et son produit de désintégration n'est pas encore apparu. Plus le temps passe, plus il va y avoir présence de uranium 230. Il y a une population de thorium 230 qui va se bâtir. Mais comme le thorium 230 est lui-même radioactif, eh bien, il va plutôt s'établir un équilibre entre la production et la perte. Et le temps de retour en équilibre est de 75 000 ans. Ça s'adresse au carbonate en milieu marin. On va mesurer la proportion de ces deux isotopes-là et on peut estimer dans les derniers 75 000 ans quel âge ça s'est produit, cette précipitation chimique-là.
Et là, bien, on arrive à la méthode fétiche ici. Je vais juste vous laisser languir un petit peu, là. Regardons un autre truc qui est très, très récent dans les méthodes de datation, la luminescence optique. Ici, c'est assez hot, cette affaire-là, hein? Pour les datations récentes, là, il y a un petit problème, là. Le carbone 14 permet de bien dater les derniers 60 000 ans, 75 000 ans, pour ce qu'on vient de voir là, tantôt, là, mais juste des carbonates. Il y a comme un vide pour les datations qui sont inférieures à 1 million d'années. Et là, bien, un nouvel outil vient d'apparaître pour les derniers 200 000 ans. Ça s'appelle la luminescence optique. Et là, bien, c'est la propriété qu'ont des minéraux communs comme le quartz et le feldspath d'enregistrer la radioactivité naturelle. Ce sont des électrons qui passent à un niveau sur une orbite qui correspond à un niveau d'énergie un petit peu plus élevé et vont rester à cet état-là tant que le cristal n'aura pas été énergisé par de l'éclairage solaire, par exemple, ou par chauffage. Donc, quand on a des cristaux de quartz et de feldspath qui sont à la noirceur, dans un environnement qui est toujours pareil, là, eh bien, la radioactivité naturelle va être enregistrée dans la masse de minéral qui est là. Et là, bien, quand on veut faire cette datation-là, bien sûr, il faut prélever l'échantillon à la noirceur, là. On va, mettons, initialement, là, c'était simplement par chauffage, juste en chauffant un laboratoire l'échantillon. Quand on arrive à la bonne température, l'échantillon devient, si c'est un quartz, là, je l'ai vu en laboratoire, là, devient d'une belle luminescence bleue. Et ça disparaît rapidement. Et là, bien, avec des capteurs appropriés, des cellules photoélectriques appropriées, on peut compter le nombre de photons émis là, par cette lumière là, très temporaire. Là. Et c'est pour ça qu'on appelait ça la luminescence optique. Maintenant, on peut mesurer les électrons activés sans les faire dégager par la chaleur, mais le nom est resté vu que c'était les premières façons de faire cette mesure-là ici. Et là, bien, l'intérêt de ça, c'est que c'est de la matière, alors que le carbone 14, comme on voit, c'est pour la matière organique. Ici, c'est pour de la matière inerte, là, comme le quartz et le feldspath, c'est de la matière minérale, hein? Et là, ben, pour avoir une remise à zéro, il faut se chauffer ou exposer à la lumière. Eh bien, quand c'est pour les derniers 200 000 ans, là, on est dans une période archéologique, c'est génial pour le datage des vieilles poteries. Quand on a fait cuire la poterie, on l'a réinitialisée. Et là, ben, si la poterie était gardée, par exemple, dans une grande pyramide à noirceur pendant 3-4 000 ans, là, eh bien, c'est en plein du bon matériel pour cette datation-là. Ça a enregistré la radioactivité naturelle des murs. Donc, il s'agit d'aller dans la grande pyramide, mesurer la radioactivité naturelle présente à cet endroit-là, mesurer la somme des enregistrements de radioactivité par les minéraux dans la poterie, et on obtient un âge ici, là, et ça s'applique là pour des minéraux comme le quartz et le feldspath, comme on disait. Bon, maintenant on arrive à la méthode fétiche du carbone 14. Bon, uniquement utile pour la matière organique qui contient du carbone, bien sûr, et les carbonates, ça contient du carbone aussi, là. Les autres substances ne se datent pas au carbone 14. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on peut faire ça. Regardez, là, l'existence du carbone 14, là, ça fait depuis 1947 qu'on sait ça. Et le prix Nobel pour avoir eu le mérite de voir qu'on peut faire des datations avec ça, ça date de 1960. Mais avant qu'on puisse faire des datations dans des laboratoires universitaires, il a fallu attendre au moins les années 50. Et pour faire des datations encore plus raffinées, avec des spectromètres de masse, il a fallu attendre les années 70. Donc, on parle d'une science là, qui a vraiment moins d'un siècle ici. Là. Et là, bien, on connaît maintenant la demi-vie du carbone 14, 5730 ans.
Et là, bien, par rapport à la crédibilité de la méthode, on se souvient qu'on avait dit qu'il y avait les anneaux d'arbres qui comptaient bien les années, hein, et que avec les grands séquoias de l'Ouest américain, là, on a des enregistrements sur 5000 ans au moins là, en anneaux d'arbres. Eh bien, oui, on a fait ça. Hein. On prend des anneaux d'arbres qu'on a la certitude de leur âge, parce qu'on peut les compter 1, 2, 3, 4. On date chacune de ces cernes-là au carbone 14 pour tester la méthode. Hein? Est-ce que ça va fonctionner, là? Hein? On sait l'âge d'avance et on mesure l'âge au carbone 14. Eh bien, oui, c'est testé, ça marche. Et là, bien, on sait que pour les derniers 10 000 ans, là, ça va bien main dans la main. C'est juste à partir de 12 000 ans qu'il commence à y avoir une dérive entre le calendrier carbone 14 et le calendrier, mettons, grégorien qu'on utilise, là. Et cette dérive-là fait qu'on a comme une dérive, et c'est ça qui s'accumule, qui fait que quand on arrive à 18 000 ans carbone 14, on est déjà à 22 000 ans calendrier. Bon, eh bien, regardez, on le sait, puis on peut corriger pour ça, et on vit bien avec ça, là. Bon, donc, voilà pour la petite histoire du carbone 14, là. Maintenant, comment ça se fait qu'il reste encore du carbone 14? En plus, sa très courte demi-vie, là, au bout de 60 000 ans, c'est non mesurable, là. Eh bien, celui qui a été produit, là, au début, là, qui venait de la nébuleuse, là, il fait longtemps qu'il n'y en a plus, là, hein? Bon, eh bien, c'est produit sans cesse dans les hautes couches de l'atmosphère. C'est l'azote 14 qui est très abondant dans l'atmosphère, là, qui s'est fait bombarder par des neutrons provenant du Soleil. Quand tu as un neutron là, bien placé, là, ça déplace, ça fait sauter un proton, un neutron devient un proton. C'est plutôt l'inverse, là. On passe du numéro atomique 7 au numéro atomique 6, mais on garde la même masse. Donc, on perd un proton et on gagne un neutron. L'azote 7 passe au carbone 6, mais on garde la même masse 14. C'est un proton qui se transforme en neutron. Mais c'est instable et ça va se désintégrer et ça va redevenir dans son état initial de l'azote 14 avec la demi-vie de 5730 ans qu'on avait déjà annoncé. Et là, ben, comment on va pouvoir faire des datations avec ça maintenant, là? Bon, eh bien, quand un atome de carbone 14 vient d'être créé par le processus qu'on vient de vous expliquer ici, là, on appelle ça la spallation. Bon, on a un atome ici. Rapidement, il va s'oxyder. Hein, du carbone comme ça, là, c'est réactif, là, ça va devenir du CO2. Et là, mais une fois que c'est devenu du CO2, eh bien, ça va participer au cycle du CO2, comme tout le reste du CO2 qu'on a sur la planète. Donc, le cycle du carbone. Donc, ça va être absorbé par les plantes. Et là, ben, via la photosynthèse, ça va rentrer dans la biomasse végétale. Et là, ben, le monde animal, ça va commencer par les herbivores. Et ensuite, ça, les carnivores qui mangent les herbivores. Et tout le carbone 14 qui est produit dans les hautes couches de l'atmosphère va contaminer l'ensemble de la biomasse végétale et animale de la planète. Toute la vie continentale. Il y a très peu de vie qui échappe à ça, là. Hein, dans les fonds océaniques, là, peut-être, là, on échappe à ça, non, mais quand on est sur les continents, là, c'est disséminé dans toutes les formes de vie, là, qui s'en remettent à la biomasse animale pour leur nourriture. Et là, bien, le reste de l'histoire, eh bien, comme le carbone 14, c'est un atome radioactif, bien sûr, une fois qu'on en a absorbé, eh bien, une partie de ce carbone-là va se désintégrer. Mais comme on assimile du nouveau carbone à tous les jours parce qu'on s'alimente, eh bien, le stock de carbone 14 est sans cesse renouvelé. Donc, on en gagne, on en perd. Ça demeure en équilibre pendant toute la durée de notre vie. L'équilibre est rompu à l'âge de la mort. On cesse de s'alimenter et là, bien, il ne reste plus que la décroissance radioactive du carbone 14. On peut suivre cette décroissance-là
pendant 60 000 ans. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que le carbone 14 date l'âge de la mort. Et là, bien, c'est les derniers 60 000 ans. Qu'est-ce qu'il reste à dire là-dessus? Ah, un petit détail fort intéressant. C'est une convention, hein? Quand on exprime des âges carbone 14, hein, quand on a dans la littérature, on parle de datation d'objets archéologiques et tout, là, eh bien, quand l'âge est référencé de la façon suivante, comme ici, 1000 ans BP, ça nous dit que ça, c'est un âge carbone 14. Et là, bien, comment est-ce qu'on l'interprète, cette valeur-là ici? Le BP veut dire before present, avant le présent. On pourrait traduire ça en français AP, avant présent. Et là, bien, le présent, c'est 1950. Donc, quand on dit 1000 ans BP, ça veut dire 1000 ans avant 1950. Pourquoi cette affaire tordue-là ici, là? Bien, regardez, dans 50 ans, là, est-ce qu'il va falloir reviser la littérature pour dire 1050 ici, là? Hein, si on dit 1000 ans avant 1950, dans 50 ans, ça va être 50 ans plus tard que... Mais 1000 ans avant 1950, ça va rester pareil. Donc, ça veut dire que si on dit 1000 ans BP, on n'aurait pas besoin de changer les dates avec les années qui passent, là. Si on disait avant aujourd'hui, bien aujourd'hui, demain, on n'est plus aujourd'hui, là. Bon, eh bien, donc, il y a un côté pratico-pratique ici. Le deuxième, pourquoi on a choisi 1950? C'est parce que c'était la dernière année où le système du carbone 14 naturel était intact. À partir de 1950, c'était contaminé par des explosions nucléaires qui ont été testées aussi bien aux États-Unis qu'en Russie à l'époque, là. Et là, ben, le système carbone 14 naturel est bousillé depuis ce temps-là. Eh bien, comme on date toujours des trucs plus vieux que 1950, là, on prend note que depuis 1950, le système naturel est perturbé, mais pour l'instant, ça ne dérange pas trop parce qu'on s'intéresse toujours à des trucs qui sont plus vieux que 1950. On finit avec le carbone 14. Bien sûr, le carbone peut participer au cycle des carbonates en milieu marin. Donc, les carbonates qui se déposent en milieu marin, là, c'est le CO2 est en équilibre avec celui de l'atmosphère. Donc, les coquillages en mer sont datables par la méthode du carbone 14. Pour en savoir un petit peu plus sur le sujet du carbone 14, il y a un magnifique encadré dans la notion de géologie. Voici les deux. C'est la même référence, mais dans les pages pour deux éditions différentes. Ce chapitre-là se termine avec des petites questions qu'on peut prendre le temps de juste regarder vite comme ça, là. Est-ce qu'on peut dater une poterie ancienne ou une pointe de flèche à l'aide du carbone 14? Bien, pointe de flèche, c'est pas en matière organique, ça, là. Une poterie ancienne non plus, là. Donc, globalement, on pourrait dire c'est non. Des fois, on peut faire une datation indirecte. Quand c'est une poterie, puis qu'il y a de la matière organique dedans, ben, on peut peut-être avoir confiance que la matière organique de la poterie est contemporaine de la poterie. Mais c'est pas la poterie elle-même qu'on va dater. C'est la matière organique qui est dedans. Et là, ben, on reste prudent ici, là. Est-ce qu'on peut dater un dinosaure au carbone 14? Eh bien, même si on avait sa matière organique, jamais dans 100 ans. Hein, la méthode du carbone 14, c'est pour les derniers 60 000 ans. Et les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Hein? Il y a 3 zéros qui les séparent ici, là. C'est hors limite pour le carbone 14. On peut dire que par la méthode carbone 14, les dinosaures ont un âge infini, l'infini commençant à 60 000 ans pour la méthode au carbone 14. Est-ce qu'on peut dater un glissement de terrain par le carbone 14? En général, oui, on a fait ça au Québec, là, hein? C'est quand se produit un glissement de terrain. Presque toujours, il y a de la matière organique qui se fait ensevelir. Et là, ben, cette matière organique-là, hein, comme la végétation, faisait de la photosynthèse la veille du glissement et ne faisait plus la photosynthèse le lendemain du glissement. Donc, l'arrêt de l'absorption du C14 correspond
à l'âge du glissement ici. Bon, eh bien, ceci termine le module 3 sur les temps géologiques.